Elle répond. À ce stade-là, qu'est-ce qu'on dira? Le juge était distrait. Le juge n'était pas distrait. À la page 103 du Code judiciaire congolais, rédigé par Antoine Rubens, qui fut le maître du professeur Bayona Bameya, paix à son âme, un grand pénaliste, un grand procédurier, il est dit que, quelle que soit la conscience professionnelle des magistrats, ils ne sont pas à l'abri de l'erreur. Vous servir, c'est notre passion, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bienvenue à ce numéro encore de votre magazine Info du Peuple qui reçoit encore pour une fois aujourd'hui quelqu'un. De qui s'agit-il? Je ne saurais pas le présenter vu qu'il lui-même est présent. Il va se présenter lui-même. Merci. Ok, comme je l'ai annoncé presque au début que votre magazine recevait un invité. L'invité en question est déjà là sur place. Je ne peux pas le présenter vu qu'elle-même était déjà là présent. Maître, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui dans le cadre toujours de notre magazine. Nous vous connaissons déjà. Alors, ceux qui auront peut-être la chance de vous découvrir encore pour la première fois aujourd'hui, qui vont-ils retenir peut-être vous? Je réponds au nom de Maître Moussounou Boukam. Je suis avocat, mais également intéressé à la gestion de la chose publique, et en latin la res publica. Le plus grand souci, c'est que comme tout patriote, tout citoyen qui aime son pays, le plus grand souci consiste à observer les situations pathologiques et essayer de réfléchir en s'échangeant avec les autres gens qui réfléchissent également pour trouver quelles solutions on peut suggérer à ceux qui ont pour mission la gestion du collectif. Merci beaucoup, Maître. C'était la ultime preuve présentation du Maître. Nous entrons déjà dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui. Le premier d'abord, c'est l'actuelle situation politique en République démocratique du Congo. Maître, quelle analyse vous en faites? La situation actuelle de notre politique en République démocratique du Congo est tumultueuse et cela se justifie parce qu'en situation démocratique, autant de têtes, autant d'idées. La démocratie, ce n'est pas seulement le règne du consensus, c'est également le règne du dissensus. Donc, il faut accepter que les acteurs politiques de diverses formations soient parfois en désaccord, mais in fine, ce qui convient, ce qui est important, c'est qu'en dépit de ces désaccords, ils finissent par trouver un modus vivendi qui permette au peuple qui est tant vanté, tant clamé par ceux qui pratiquent la politique, de pouvoir se retrouver. Parce que ce que le peuple attend des gouvernants, c'est la satisfaction de leurs besoins vitaux, que dis-je, fondamentaux. Entendre par là le logement décent, l'alimentation saine et l'accès aisé à l'éducation, aux soins de santé. Et voilà, la liberté d'opinion, d'expression, tous les droits qui sont garantis, reconnus aux humains, aussi bien par les instruments juridiques internes qu'internationaux. Ok, merci beaucoup, Maître. Nous sommes au début de notre entretien. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le peuple congolais est en train de se retrouver dans tout ce qui se passe? Affirmer cela serait antilogique parce que de ma propre bouche vient de sortir les propos comme quoi la situation n'est pas au beau fixe. Il y a beaucoup de choses qui laissent à désirer, comme l'a dit un auteur, multamondum facta sunt. C'est-à-dire beaucoup de choses ne sont pas accomplies, c'est-à-dire beaucoup reste à faire. Vous voyez que dans une société, ce qui importe, c'est que l'on puisse se référer à ce qui constitue la teneur du contrat social.
appelée la loi fondamentale, appelée la Constitution, parce que c'est là que nous trouvons les deux composantes, les gouvernants et la nation. Alors là, il existe une relation symétrique entre la force et l'obéissance. Où la force ou l'autorité vient d'en haut et l'obéissance ou la confiance vient d'en bas. Et c'est une phrase de l'abbé de CS, d'heureuse mémoire. Alors, vous voyez que lorsqu'on gère le collectif, la finalité, c'est le service d'intérêt général et non pas le self-service. On n'accède pas au pouvoir politique ou aux grandes responsabilités de la gestion de l'État avec comme mobile ou ambition de se servir soi-même. Non, parce que ce serait antipodique à la notion même d'intérêt général, qui veut que l'on puisse se mettre au service des autres. Alors chacun se mettant au service de l'autre, on est au service de soi-même in fine, parce qu'il s'agit d'une spirale en réalité. Ok, maître, vous ne cessez toujours de nous convaincre, on est là, nous cheminons petit à petit toujours avec notre entretien. Aujourd'hui, maître, il y a un problème qui se pose ici en République démocratique du Congo, c'est la main-d'œuvre intérieure. Il y a des gens qui disent que non, la plupart de ceux qui ont, je dirais peut-être tué ces pays, sont ceux-là qui sont allés faire de grandes universités et revenus avec des diplômes. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment dire que la République démocratique du Congo a besoin de gros diplômes? Il vous souviendra qu'en 1973, lorsque le feu maréchal Mobutu Sese Seko Kongwen-Lwazalanga, se tenant à la tribune de l'ONU et s'adressant devant le monde entier, avait présenté une excuse qui était légitime, comme quoi si le pays, la RDC, disons la République du Congo, Île-Temporé, était en retard d'équipement, ce qui était l'équivalent d'un terme péjoratif, sous-développement, c'est parce que nous avions moins de 10 universitaires. C'était ça l'appréhension de l'époque. Alors on a cru qu'à force d'avoir beaucoup de diplômés universitaires, ça améliorerait la situation de la nation ou de la population. Or c'était un leurre, c'est-à-dire on s'était mépris. Et c'était une façon erronée de percevoir ce qui devait être le point de déclenchement d'un développement ou bien d'une prospérité d'une nation. C'est ainsi que les gouvernants se sont affairés à pouvoir produire beaucoup plus de diplômés en envoyant d'autres citoyens congolais de l'époque Ezaïrois avec le temps à l'étranger pour aller étudier à Harvard, à la Sorbonne, qui est la faculté, qui est l'université de référence pour ceux de ma promotion, notamment le professeur Ebéran Kolongele, qui est le Burkaba du chef de l'État, et ainsi que d'autres grands universitaires. Mais on a fini par se rendre compte que nous ne faisions que nous nourrir d'illusions. Ce n'est pas l'importance numérique des diplômés ou de diplômes qui contribuent à l'émergence de l'État. Non, mais il faut des hommes conscients, c'est-à-dire dotés d'une conscience aiguisée, étant entendu que la conscience est le siège du discernement du bon et du mauvais, du bien et du mal. Et Socrate, que je peux appeler à témoin, a eu à affirmer qu'il suffit pour l'homme de connaître le mal, il l'évite, et le bien, il le fait. Avec une petite dose de réflexion prolongée apportée par René Descartes, qui a parlé de l'idée claire et distincte, et qui a dit qu'il faut n'admettre pour vrai que ce qui apparaît clairement. Et nous avons le plus grand problème, c'est que les hommes de conscience, c'est ceux qui font défaut dans notre pays. Ils existent, mais ils sont en un nombre très réduit, et donc en un nombre inquiétant par rapport à la dimension continentale de notre pays. Bref, je voudrais dire que ce ne sont pas les diplômes qui peuvent résoudre nos problèmes. Les diplômes sont utiles à peu de choses, pourvu que Scientia et Conscientia splendent. Il faudra que la conscience vienne aiguiser, cadrer et encadrer l'intellect. Et je saisis cette opportunité pour donner la caractéristique inquiétante, mélancolique de l'intellect. C'est que l'intellect est lié à l'espace et au temps. Quand je dis lié, ça veut dire borné, limité. Il faut une dimension transcendantale et qui fasse appel à la conscience. Et c'est ça la morale. C'est ainsi que nous disons qu'il existe l'ordre public et les bonnes mœurs. Les bonnes mœurs, étant entendu qu'on peut dire mœurs ou mœurs.
Voilà. Alors, mais nous appelons ça bonne mœurs. Oui. Alors, moi j'opte pour bonne mœurs, c'est mutatis mutandis. Alors, voyez-vous, il faut une bonne conscience pour pouvoir cadrer l'intellect. Parce que l'intellect, c'est une matière très dense et qui est trop bas. Il faudra que la conscience vienne parce que ça nous met en contact avec la divinité, c'est-à-dire Dieu. Et comme c'est Dieu qui nous inspire d'une manière intuitive de ce qui est le bien à faire, voilà, c'est là que nous pourrons avoir des hommes qui puissent assurer, garantir l'émergence de ce pays. Parce que, rassurez-vous, monsieur le journaliste, que les diplômes ont fait preuve d'échec et de leurs limites, de leurs faiblesses. Parce que lorsqu'on a une bonne conscience, même sans diplôme, on peut être intelligent. Il y a une différence entre être intellectuel et être intelligent. Les diplômes, c'est pour affirmer que nous sommes intellectuels et non pas intelligents. La bonne intelligence consiste à apporter des solutions idoines aux problèmes qui se posent. Et dans le cas d'espèce de la RDC, aux problèmes sociaux. Or, les problèmes sociaux vont en progressant, hélas, vers le bas. Vers le bas. C'est ainsi que l'avenir qui paraît nébuleuse, qui paraît macabre, sombre, mérite d'être éclairé par les hommes dont la conscience est aiguisée. C'est ainsi que je propose, parce qu'il ne s'agit pas seulement de béquer, mais vraiment de proposer des solutions. Il faudra, outre l'exigence des titres académiques et d'expérience professionnelle qu'on exige, disons, que l'on soumet, on présente aux candidats qui veulent bien devenir députés, qui député national, qui député provincial, qui ministre, qui ceci, cela, à tous les niveaux, donc du bas de l'échelle jusqu'au piédestal. Il faudra que l'on exige également le diplôme ou le test d'aptitude morale, que l'on dise que telle personne n'a jamais fait objet de poursuite judiciaire ou de reproche sur le plan disciplinaire après un audit sur le plan de gestion d'une entreprise publique ou privée et jusqu'au niveau de l'État. Donc la dimension de la moralité n'est pas à minimiser, bien au contraire, c'est ça qu'il faut survaloriser. Notez très bien que chaque État doit répondre à des demandes mais qui sont conformes aux valeurs. La question fondamentale, quelles sont les valeurs qui constituent le socle sur lequel nous puissions tous nous fonder, auxquelles nous puissions tous nous référer? Quelles sont ces valeurs? Mais ces valeurs sont connues, mais lorsque l'on n'arrive pas à respecter les dispositions d'ordre public, les normes de conduite sociale et sociétale, que doit faire la personne qui détient l'épée de la justice? Elle doit frapper. Elle doit frapper. Attribuer une peine conforme et proportionnelle à la violation de la règle. Parce que la règle du droit, mais c'est l'expression de la volonté du peuple. Voluntas populi. C'est ça. Alors, les diplômes n'ont pas de place qu'ils prétendent avoir tant que la conscience sera relégués à l'arrière-plan. Non, nous avons besoin beaucoup plus des hommes consciencieux parce que nos arrière-grands-parents qui ont eu à diriger nos villages, qui s'étaient érigés en empire, en royaume, empire Kuba, Lunda, royaume, tout ça, empire de Balouba, Chankali, tout ce que nous connaissons, les Nimi, ils n'ont pas fait l'université. Il faut noter qu'en République démocratique du Congo, l'université, la première université c'est en 54, Lovanium, dont nous avons eu l'heure, c'est-à-dire le bonheur d'être ressortissants. Mais avant 54, il n'y avait pas d'université. Alors nos ancêtres gouvernaient très bien les petits États qui ont existé. Le professeur qui était l'un des grands constitutionnalistes du Congo, qui a également étudié à la Sorbonne, mais qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'il a existé des États en miniature, à notre manière, en dépit de leur dimension microscopique, du point de vue territorial. Parce qu'il y a eu une organisation, il y a eu un chef, le Nimi, le roi, et il y a eu la cour du roi, et une organisation sociale et des sujets que le roi gouvernait. Il y avait des normes de conduite, bien sûr qu'elles n'étaient pas formalisées, parce que les normes de conduite sociale étaient essentiellement coutumières. Or la coutume, comme le dit le professeur Jacques Bagnard de l'université de Bretagne occidentale, c'est l'alluvion du temps, le patinage de l'histoire. Alors vous voyez qu'il s'agit des usages et des pratiques qui s'étaient, à force d'être admis par la société,
érigées en normes obligatoires et tout le monde s'y référait sans qu'il n'y ait eu d'écrit. Parce qu'aujourd'hui nous vivons l'époque de la sophistication, de la formalisation des textes. Voyez-vous. Alors le droit qui est une émanation des entrailles d'un peuple doit être secrété par la population qu'il est appelé à régir. Alors cessons d'importer à l'aveuglette les idéologies et les systèmes juridiques étrangers en faisant ce que nous appelons le mouton de Panurge ou de Panel. Voyez-vous. Parce que le droit, c'est la température, c'est la culture, c'est-à-dire la verticalité d'un peuple. Nous avons nos valeurs à nous. Par exemple, l'homosexualité ne peut pas être de mise chez nous. Alors quand on voit les lesbiennes, les homosexuels, en RDC, non, ce sont des antivaleurs. Et quand on voit la corruption, l'impunité, ce sont des antivaleurs. Alors pour que d'ailleurs, je saisis également ce terme, impunité, qui mérite d'être souligné, la cause de la misère du peuple congolais, c'est l'impunité. Ok, maître, il y avait la Cour constitutionnelle a procédé vraiment aux invalidations de plusieurs candidats, surtout les députés nationaux. Mais une remarque qui avait été faite, c'était celle de savoir que non, c'est seulement la plateforme, la MOCA, qui ont subi toutes ces injustices-là selon eux. Vous êtes juriste de formation, praticien tutoie. Pouvez-vous nous expliquer quand est-ce que la Cour constitutionnelle était validée et liquidée? Merci, monsieur le journaliste. Vous savez que mon malheur, c'est de m'être présenté comme avocat. Et même si je ne l'eusse pas fait, ce visage qui a plus de 15 ans dans la profession est suffisamment connu. De sorte que par rapport à cette préoccupation qui du reste est légitime, il m'est difficile en tant qu'assermenté de pouvoir apporter une quelconque critique aux décisions de la Cour. Mon serment ne me le permet pas. Ma déontologie en tant qu'avocat, c'est-à-dire celui qui a prêté serment devant la même Cour, ne me permet pas de pouvoir critiquer ces arrêts. Néanmoins, ce qu'il faut retenir en termes de principe général, c'est que lorsque les conditions d'invalidation, parce qu'il y a des conditions, il y a des critères qui sont exigés, à peine d'irrecevabilité même d'une candidature, à peine du rejet même de résultats, de la mise en cause des résultats tels que publiés par la CENI. Mais lorsque la Cour, en possession de ces éléments, se rend compte que tel et tel élément n'ont pas été réunis et que c'était par inadvertance que soit la CENI a eu à publier, à proclamer tel comme ayant gagné, ou à l'éjecter comme ayant échoué, mais lors de l'exercice d'un recours qui est un droit reconnu à tout candidat qui a été élu ou qui a été éjecté. Lorsque les conditions sont réunies, la Cour prend une décision idoine. Mais, il me semble, parce que je n'ai pas été l'un des conseillers d'un quelconque candidat au niveau de la Cour, mais il y a des confrères qui y ont été et qui continuent à s'y rendre. Il existe certaines décisions de la Cour qui ont été, certains arrêts, qui ont été conformes à une espèce concrète. Et il y avait d'autres arrêts qui n'étaient pas conformes à la règle qu'il aurait fallu que la Cour appliquât. Mais, fort heureusement, grâce à un certain réexamen des arrêts, des décisions, la Cour a fini par constater qu'effectivement certains recours sont fondés et qu'il y aurait eu un glissement des erreurs matérielles et elle est en train de s'y mettre, de s'y affairer. Est-ce que quelqu'un peut être invalidé et révalidé encore? Oui, parce que c'est son droit si les conditions sont réunies. C'est pourquoi je dis que tous les instruments juridiques ainsi que les faits, les preuves, disons, que la personne qui exerce le recours met à la disposition de la juridiction et qui siège en matière de contentieux électoral. Lorsque la Cour avait examiné, se rend compte que finalement ce monsieur, cette partie avait raison de se plaindre et qu'elle mérite tel résultat plutôt que tel autre. Elle répond. À ce stade-là, qu'est-ce qu'on dira? Le juge était distrait. Le juge n'était pas distrait. À la page 103 du Code judiciaire congolais, rédigé par Antoine Rubens,
qui fut le maître du professeur Bayona Bameya, père son âme, grand pénaliste, grand procédurier, il est dit que, quelle que soit la conscience professionnelle des magistrats, ils ne sont pas à l'abri de l'erreur, étant entendu qu'ils sont des humains. Et moi d'ajouter, errare humanum est, sed perseverare mihi diabolicum. Dans le cas d'espèce, si les magistrats prenaient le risque de persévérer après avoir constaté quelques erreurs matérielles, ils seraient traités de diable. Donc par là, on peut dire que l'erreur est humaine, mais demeurer dans l'erreur, c'est diabolique. C'est diabolique. Alors si les magistrats puissent demeurer dans l'erreur après l'avoir constaté, ils seraient traités de diabolique. Mais ce sont des magistrats consciencieux. Voilà, quand ils ont constaté que quelque part il y a des erreurs matérielles, ils y reviennent, ils y sont revenus, et pour remettre chacun, réhabiliter chacun dans ses droits. Parce que la règle de droit a un caractère non seulement général, impersonnel, abstrait, mais également réhabilitateur. Le droit n'est pas là seulement pour sanctionner, mais également pour réhabiliter une personne qui aura été victime objet d'une injustice. L'injustice peut être délibérée ou non délibérée. Et c'est le cas d'espèce avec ceux qui arrivent avec notre haute cour, quand elle constate en tant qu'elle est animée par des humains qui ne sont pas à l'abri de l'erreur, que quelque part il y a quelques erreurs qui nous ont échappé ou bien que nous avons discerné par erreur, ils y reviennent pour réhabiliter la personne qui a été laissée. Donc ça c'est tout à fait normal, ce n'est pas du nouveau sur terre. Ok, ce n'est pas du nouveau sur terre. Ok, on me fait déjà signe, nous prétendons déjà presque vers la fin de notre entretien. Les problèmes aussi, maître, aujourd'hui chez la coalition FCC Cash. Vous êtes intellectuel, complet. Quelle analyse vous en faites et qui profite de cette coalition? Oui. Quant à la coalition FCC Cash, donc ils doivent, quand je dis ils, c'est-à-dire d'abord les deux têtes d'affiche, les deux grands leaders, son Excellence le président Félix Tshisekedi Tshilombo d'une part, ainsi que l'ex-président Joseph Kabila Kabange d'autre part, ils doivent se mettre en tête que, en dépit de ce qu'eux peuvent très bien être en osmose, c'est-à-dire en harmonie, mais à mesure que l'on s'éloigne d'eux pour atteindre le pied de la pyramide, c'est là que se trouve la masse qu'on appelle la base. La base, c'est la masse. Or, la masse a rarement d'âme. Rarement. La masse n'a pas d'âme. Alors, il faudra une impulsion pédagogique, une mobilisation citoyenne qui puisse être impulsée à partir de là jusqu'à suivre les ramifications telles que structurées afin de faire savoir à la population que nous sommes en situation démocratique, quelles que soient les divergences qui peuvent surgir dans l'exercice des obligations, dans l'accomplissement des obligations qui découlent d'un contrat, d'une convention. Parce que cette coalition, c'est une convention. La vie est faite de contrats, de conventions. Partout, on se convient. Pour nous retrouver ici, nous sommes convenus. Pour que FCC et Cash se mettent ensemble, ils ont eu à réfléchir ensemble et ils ont trouvé qu'il valait mieux qu'ils se missent ensemble. Et ils l'ont fait. Maintenant, le problème se pose au niveau de l'exécution. Ça ne se fait pas d'une manière automatique. Et l'article 33 du Code civil, des obligations d'ailleurs, précise que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi. C'est-à-dire que les parties doivent se soumettre à leur convention et puis l'exécuter, je souligne, de bonne foi. Alors, ce que je peux produire comme conseil à l'un comme à l'autre chef de chacun de FCC de Cash, c'est de pouvoir exécuter de bonne foi, que chacun respecte les clauses recelées, mentionnées, indiquées, identifiées dans cette coalition qui se veut être une convention, de sorte à pouvoir épargner le peuple à des tumultus, Et il y a lieu qu'ils puissent bien faire. Ça ne manque pas quelques dérapages. J'ai déjà évoqué que les humains ont ceci de particulier, qu'ils ne sont pas parfaits, et que donc, à l'isverbis, les humains sont perfectibles. C'est question de pouvoir chacun mettre de l'eau dans son vin et
valoriser, j'allais dire, privilégier le salut du peuple. Salus populi, suprema lex, l'intérêt supérieur de la nation. Parce que la RDC ne se limite pas à la coalition FCC-CACH, il existe également la société civile, il existe également la MOUCA, il existe d'autres forces politiques, mais il existe également d'autres groupements d'intérêt économique, mais dont l'émergence, la prospérité est tributaire, c'est-à-dire dépend du climat pacifique créé par les gestionnaires du collectif. Alors, j'invite son Excellence Félix Tshilombo, chef de l'État. Ça sera votre mot de la fin. Oui, Félix Tshilombo. J'invite également notre ex-président de la République, Joseph Kabila, avec tous ceux qui les entourent comme conseillers. Je sais qu'il y a des gens qui sont méritants. Je ne manquerai pas de citer Maître Everand Kolongele, qui est une tête vaillante. Je ne manquerai pas de citer, d'ailleurs par préséance et par priorité, que dis-je, par privilège, le directeur du cabinet Vital Caméré. Tout le monde connaît son adresse. Pas sa maladresse, mais son adresse. Il est très adroit. Et c'est un homme très réfléchi que nous essayons avec notre partenaire de faire en sorte que la population puisse retrouver la calmie pour se retrouver. Le plus grand besoin de la population, c'est que ses demandes, ses attentes, ses besoins trouvent des réponses adéquates et en temps réel, en temps normal. Parce que la misère ne tarde pas à se réclamer, mais les solutions viennent à pied. La misère, les souffrances viennent par l'ascenseur et les solutions viennent à pied. Vous voyez que la distance entre les problèmes, c'est-à-dire les difficultés, dans le sens de Gabriel Marcel, philosophe, et les solutions idoines à pouvoir y apporter, cette distance est de gouffre. Alors nous souhaitons plein succès à ceux qui ont la gestion du collectif et que la population s'apaise et s'il y a quelques revendications, qu'on y recourt, mais par des voies pacifiques. Nous avons dit. Merci, maître, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est la fin de ce magazine d'aujourd'hui qui est réservé pour vous. Maître Kama Moussologo, c'est un passionné du droit, un praticien aussi, mais il est aussi intéressé par la politique de la République du Congo, nous avons dit. Mais avant de clore cette émission, nous n'oublierons pas toujours notre maman, Maman Jackie et l'homme de progrès depuis Londres qui nous soutient de près ou de loin. Merci.